Bonjour Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LSTech in Progress. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu hors série parce qu'on va présenter le panorama France LSTech qui a été publié par France Biotech. Mais avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous raconter, nous expliquer un petit peu qui tu es et justement pourquoi on va parler du panorama. Oui, bien sûr. Bonjour Mériadec, ravie de pouvoir faire partie de tes podcasts. Donc Chloé Vance, donc voilà, donc moi je travaille pour l'association France Biotech, qui est l'association nationale des entreprises et de technologies innovantes en santé. Voilà, quelques mots peut-être sur moi. Donc moi, je m'occupe des études sectorielles chez France Biotech, donc dont le panorama, donc toutes D'accord. les études de marché qu'on publie, et puis également des relations internationales de l'association. Alors moi, j'ai un parcours de biochimiste à l'origine. J'ai fait mes études en Angleterre en biochimie, et après j'ai fait un master à l'ESCP avec un master en business, donc assez généraliste, ce qui m'a fait un peu naturellement rentrer après dans l'industrie pharmaceutique et avec un intérêt pour les biotechnologies. Voilà, donc j'ai passé quelques années dans le conseil en stratégie Ok. avant de rejoindre France Biotech il y a maintenant 6 ans. D'accord, 6 ans. Ok. Et donc du coup, C'est tu, ça. tu gères ça, donc on est avec la personne idéale pour parler justement de ce panorama. J'espère. Ouais. C'est toi qui l'a construit. Alors, la particularité du panorama, c'est que c'est une étude maintenant qui est publiée par France Biotech depuis 19 ans. D'accord. Ce qui nous permet vraiment d'avoir un recul sur la filière. Le secteur va avoir 25 ans, comme France Biotech, et donc ça, c'est vraiment un des atouts de l'étude, c'est qu'elle est assez unique parce qu'elle permet vraiment de suivre les PME innovantes en santé et d'avoir suffisamment de recul pour voir comment la situation évolue, comment les entreprises se développent, voir un peu toutes les technologies de santé dans leur complexité, dans leur diversité. Et donc c'est une étude voilà, qui est assez unique en France et qui est publiée donc par France Biotech depuis maintenant 19 ans. Et puis on a le plaisir d'avoir donc Euronext, BPI France et EY en tant que partenaires D'accord. dans le cadre de cette étude et qui nous accompagnent pour développer le rapport, en particulier sur la partie du financement. Ok, donc oui, vous avez des partenaires qui vous aident sur ces grosses thématiques-là. Tout à Ok. fait. Et Mm. pour commencer, parce que pour attaquer cet épisode, bon, je pense que nos auditeurs ils sont avertis, mais c'est toujours intéressant de repasser par la case définition. Est-ce que tu peux nous repréciser justement ce que c'est la LS Tech? Comme ça, on va pouvoir mieux visualiser un petit peu le champ du panorama, à qui il s'adresse pas, etc. Oui, tout à fait. Donc la health tech, donc comme son nom l'indique un peu, c'est donc les technologies en santé. Donc ça intègre en fait toutes les technologies innovantes en santé. Donc ça va vraiment des entreprises de biotechnologie, du médicament, en passant par le dispositif médical qu'on appelle souvent medtech dans le jargon, et puis aussi de plus en plus de solutions de santé digitale, donc d'e-santé, des santé numériques appliquées à la santé. Voilà, donc c'est un terme assez générique qui regroupe en fait toutes les technologies de santé innovantes. Je vais en profiter pour poser une question parce que même si ça fait quand même un petit peu de temps que je suis dans l'écosystème, je me suis toujours posé la question et j'avoue que j'ai jamais osé la poser. C'était de savoir si les laboratoires pharmaceutiques ils étaient inclus dans cette définition de la LSTech. Alors c'est vrai que lorsqu'on pense à health tech, c'est un mot qui est assez récent en fait, qui a été créé il y a quelques années parce qu'on voulait un peu justement il y avait un peu on va dire une dissociation entre médicaments, entre dispositifs médical, et c'est vrai qu'on c'est venu vraiment de cette observation-là, d'essayer de regrouper vraiment toutes les technologies innovantes en santé. Après les laboratoires, c'est vrai que ça dépend un peu de leur positionnement. Il y en a beaucoup qui développent des produits de biotechnologie, donc ils sont présents dans la santé, dans la health tech. C'est vrai que traditionnellement, en termes de typologie, lorsqu'on parle vraiment du secteur, on utilise encore beaucoup le mot pharma, D'accord. qui est un peu le terme un peu, on va dire classique, un peu authentique, un peu historique en fait de cette industrie. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de sociétés de pharmaceutiques qui se positionnent sur les biotechnologies. Après, c'est vrai qu'on a une sémantique qui est un peu différente en fonction des typologies. C'est vrai que Oui. la biotech, souvent, on assimile ça en fait aux petites entreprises très innovantes, des startups.
et qui est donc un peu différent en fait de la pharma qui est donc plus installée et qui est plutôt, à l'origine sur des composés, plutôt chimiques en Ouais, fait que chimique, ouais. biologiques. Voilà, donc on a un peu ces 2 dimensions, ces deux différences et le mot health tech est un mot un peu générique qui représente la santé, innovante. D'accord, et peut-être aussi avant de commencer, un dernier petit mot justement entre la porosité, entre la e-santé et la medtech, parce que je sais que c'est un gros sujet. Il y en a beaucoup maintenant qui ont du mal. Je parlais par exemple la semaine dernière avec Carista. Des fois, ils Mmh. ont un peu de mal, à identifier qu'est-ce qui est medtech, qu'est-ce qui est e-santé, parce que les 2 se chevauchent, les 2 se cumulent. Tout à fait, non, c'est vrai que c'est une des conclusions, hein, aussi de notre étude parce qu'on a voulu se pencher un peu plus sur la santé digitale, voir un peu quelles étaient les entreprises, quels étaient leurs produits, quelles étaient leurs typologies et en fait, un des constats qu'on a fait, c'est qu'on a la moitié des entreprises, en fait, de notre panel, OK, qui en fait des entreprises d'e-santé, qui en fait développent des dispositifs médicaux. Donc c'est vrai qu'il y a une porosité très forte entre les 2. Ça dépend des types de solutions qui sont développées. Il y en a certains qui ont une composante DM, une composante, software, plus, dispositif médical physique. Donc on voit qu'il y a des liens assez forts entre les 2 domaines. Et donc oui, donc ça c'est un des constats en effet. On voit que les frontières sont de plus en plus floues et ça dépend vraiment des dispositifs qui sont développés, des solutions. Ouais. OK, bah, très, très clair, et maintenant on va mettre les 2 pieds dans le plat avant de dérouler un petit peu le panorama, présenter les chiffres clés. Est-ce que tu peux nous faire justement un petit peu une overview, nous montrer les chiffres les plus, nous parler un petit peu des messages clés qui sortent de ce panorama, 2021? Parce que du coup ça a été fait sur l'année 2021 si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Oui, ouais, avec plaisir. Oui, bah, donc on a pas mal donc c'est un rapport qui est assez dense, donc on a plus de 80 pages, donc voilà, je vais essayer de le résumer en quelques points clés, quels sont vraiment les messages. Donc aujourd'hui en France, donc on a plus de 2 000 entreprises de health tech. En tout cas, nous, c'est nos estimations. Voilà, on a plus de 2 000 entreprises sur ce segment, donc à la fois biotech, medtech et e-santé. À partir de ces 2 000 entreprises, nous, on a envoyé un questionnaire, en fait, à ces sociétés et on a eu plus de 400 réponses, donc 400 entreprises qui ont été étudiées. Donc on a vraiment un panel qui est assez représentatif de cette filière. Dans les grands enseignements, le premier constat qu'on peut faire, en tout cas nous ce qu'on a vu et ce qu'on continue à voir depuis quelques années, c'est qu'on a une très belle dynamique de création d'entreprises en France. On voit qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont en fait issues de la recherche publique, D'accord, qui est une des particularités en fait ce secteur comparé à d'autres, c'est qu'on a la moitié en fait des sociétés qui sont créées à partir de recherches issues de la sphère publique, de la sphère académique française. Et c'est particulièrement vrai pour les sociétés de biotechnologie, c'est oui. plus des 2 tiers. Et ça, c'est vraiment aussi, enfin, la recherche publique est un partenaire clé en fait pour les entreprises de health tech. Et c'est un des premiers partenaires aussi de ces sociétés. Donc, une fois qu'elles sont créées, elles continuent à entretenir des liens très forts avec la sphère publique à travers des accords de collaboration, R&D, à travers des partenariats, du licensing. Donc, on voit que ça, c'est un des acteurs clés. Euh, L'un des autres constats qui est également aussi intéressant, c'est on regarde aussi un petit peu quels sont les profils en fait des entrepreneurs. On s'intéresse toujours à voir un peu qui sont-ils, en fait Oui. ceux qui décident de créer des entreprises. Et là encore, on voit en fait le rôle important des recherches qui sont menées dans la sphère publique parce qu'on a en gros un entrepreneur sur 2 qui est issu de la recherche publique française. Est-ce que là-dessus, Euh, vous voyez une. oui. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais est-ce que vous voyez une évolution des chiffres? Parce que du coup, là, tu disais, c'est la 19e édition du Panorama. Est-ce qu'avec l'arrivée galopante de la e-santé, est-ce que justement vous voyez une diminution de la proportion des entrepreneurs qui viennent purement du monde académique ou pareil, des projets qui sont issus purement du monde académique? Alors, on voit certaines évolutions en effet. C'est vrai qu'on a rattaché en fait le secteur de la santé digitale qui est donc beaucoup plus récent, on va dire il y a quelques années, donc on n'a pas le recul sur 19 ans par rapport à ce segment-là. Mais on voit en effet que donc il y a plus d'entrepreneurs de biotechnologie qui sont dans des sociétés de biotechnologie qui sont issus du milieu public. Mais ça dépend vraiment en fait des solutions qu'ils ont développées. Il y a quelques particularités. Ce qu'on remarque généralement en fait pour les sociétés d'e-santé, c'est que la moyenne d'âge est plus basse en fait, on est à 40 ans, D'accord. alors que pour la biotech et pour la medtech, on est plutôt à 50 ans. Donc ça, Ok. c'était un des constats qu'on qu'on a pu faire.
ces dernières années. On a aussi vu qu'il y a des proportions, pareil par rapport à la proportion de femmes entrepreneurs. Il y en a plus dans les biotech que dans la medtech, où c'est des profils, plutôt un peu classiques ingénieurs, et que dans la e-santé aussi. Même si on voit qu'il y a quand même, pas mal d'entrepreneurs ces dernières années, femmes, donc ça, c'est un très bon signal aussi. On voit que ça reste quand même plutôt un milieu, masculin, Pour aujourd'hui, l'instant, la oui. health tech, même si on a quand même une parité qui est, quasiment 50-50 en fait dans les entreprises. Donc c'est Ok. plutôt voilà. Ah, c'est plutôt au Donc niveau ça, c'est des c'est au fondateurs. Ok. tout à fait, ouais, plutôt au niveau des fondateurs. Ouais, Il y a une autre exactement. question que je me posais justement, c'était en lisant le rapport, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'organismes de transfert technologique qui étaient impliqués. Et justement, peut-être parce que ce sont des entreprises qui sont issues du monde académique. Et je voulais savoir un petit peu le pourcentage d'entreprises à l'ESTEC qui avaient au capital des OTT, donc organismes de transfert technologique. Oui, oui, non, tout à fait. Donc en fait, donc on a, une forte, création d'entreprises qui est issue des instituts de recherche publics. Je pense notamment au CNRS, à l'Institut Pasteur, l'Institut Imagine. Enfin voilà, on a des dizaines de centres d'excellence, académique aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets qui sont issus de ces technologies. Et donc on a posé la question, on s'est intéressé de voir en fait, parmi les projets qui étaient issus du milieu académique, quelle était la part de, hem, de projets, enfin d'entreprises, dans lesquelles les OTT prenaient une part active, donc une part du capital. Et on voit qu'on a 27 aujourd'hui, des entreprises qui sont issues du milieu académique et dont les OTT ont pris une part. Donc voilà, donc c'est à D'accord. peu près un projet sur 4, de celles qui sont, issues du milieu académique. Et Ok. en moyenne, en termes de prise de participation, on est environ à 10 du capital, avec en médiane 8. D'accord. J'arrive pas à Voilà. savoir, est-ce que c'est un chiffre qui est élevé, est-ce que c'est un chiffre qui est bas, est-ce que vous avez eu un petit recul là-dessus? Alors c'est un chiffre qui est quand même relativement bas, quand on regarde. Après tout est un peu voilà, ça peut paraître haut pour certains, mais quand on voit la prise de participation de certains, venture capital, voilà, ça reste quand même, relativement bas. Et puis c'est une pratique qui est quand même assez courante aussi dans d'autres pays, hein. On le voit beaucoup aux États-Unis, notamment avec les instituts de recherche, avec les universités. Il y a quasi toujours une part de prise de capital, hein. Donc c'est quelque chose qui est assez courant dans le développement d'une entreprise. La recherche est issue de cet organisme-là, donc ça a une certaine, logique à ce que l'institut puisse avoir une part Oui. du projet. Voilà. Complètement, complètement. Tu as parlé là tout à l'heure des profils des entrepreneurs health tech, et maintenant Mmh. je vais t'emmener justement sur le dynamisme de la filière health tech. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en termes d'entreprise, leur chiffre d'affaires potentiel, donc sur ces thématiques-là? Ouais, tout à fait. Donc on voit, donc nous, on est vraiment plutôt sur un panel d'entreprises, hein, donc on n'a pas les chiffres vraiment consolidés sur l'ensemble du secteur pour les chiffres d'affaires. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que sur 400 entreprises, on arrive à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, parce qu'on a posé la question en 2021, donc c'était sur le chiffre d'affaires 2020. Et donc quand on compare ça par rapport, aux années précédentes, on voit que ça a doublé en fait depuis 5 ans. Donc D'accord. ça, c'est un signal qui est très fort. Ça a augmenté d'à peu près 10 par rapport à 2019. Et on voit qu'en moyenne, voilà, en moyenne par entreprise, on a à peu près ces niveaux d'augmentation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc le chiffre d'affaires de la filière, il est principalement généré aujourd'hui par la medtech et puis par la e-santé qui ont déjà des solutions sur le marché. La biotechnologie, et peut-être que j'en viendrai un petit peu plus tard, mais on voit qu'on a de plus en plus de produits, hein, qui se rapprochent du marché. Donc on a une certaine maturité, qui est acquise. Mais aujourd'hui, la plupart du chiffre d'affaires, en tout cas, est plutôt généré par les autres secteurs, le dispositif médical et la e-santé, où là déjà on a beaucoup plus de solutions qui sont sur le marché parce qu'on est sur des temps de développement qui sont donc plus courts que pour la biotech. Tu as vraiment lu dans mes pensées, parce que c'était la question que j'allais te poser, c'était de savoir si vous aviez réussi à identifier les chiffres d'affaires de quelle branche particulière de la health tech ça provenait. Et si on revient Mmh. aussi, parce que je sais que j'avais lu le panorama de l'année dernière, donc là, cette année, je le découvre un petit peu en même temps en échangeant avec toi. Mmh. J'avais vu que la filière était énormément pourvoyeuse d'emplois, et je voulais savoir si cette dynamique s'était conservée du coup sur l'année 2021. Oui, alors tout à fait, en effet. Donc c'était une question qu'on avait posée
justement il y a 1 an où, on était, voilà, au début de la crise, sanitaire. On voulait comprendre un petit peu quelles étaient les politiques de recrutement en fait sur l'année 2021, comment elles se projetaient en 2020 sur l'année, suivante et en fait ce qu'on voit c'est que ces projections en fait elles ont été confirmées. Donc OK. ça c'est un signal qui est très fort, qui est très intéressant. En fait on a presque 80 des entreprises qui ont recruté en 2021, alors qu'on voit que dans d'autres secteurs, avec les effets de, voilà, de la crise sanitaire, il y a eu quand même beaucoup moins de recrutement. Les entreprises ont fait très attention. Là, on voit que dans le domaine de la health tech, il y a eu énormément de besoins en termes de R&D, en termes de production en particulier sur ces postes-là. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle très positive et on voit qu'en plus en 2022, là aussi, on a quasiment la totalité des entreprises qui comptent recruter. D'accord. Donc ça représentera donc plus de 2 000 emplois cette année, sur 10 000 emplois directs aujourd'hui. Donc ça, c'est un signal qui est très positif et qui montre qu'il y a vraiment, des besoins, donc sur les fonctions que j'évoquais, R&D, production, aussi dans les fonctions support. Il y a beaucoup d'entreprises qui externalisent aussi une partie de leur activité parce que ça reste pour la plupart des sociétés qui ont en moyenne 25, salariés, donc Donc elles elles peuvent font pas pas tout tout. avoir en interne, ouais. C'est ça, tout à fait. Et puis il y a aussi un besoin de compétences externes, qu'il s'agisse des affaires réglementaires pour certaines qui décident d'externaliser. Il y a aussi tous des besoins elles travaillent beaucoup avec les CRO, donc les entreprises qui font de la recherche sous contrat. Au niveau de la production aussi, il y a vraiment un besoin de compétences qui est très vaste. Et donc on voit que ça crée aussi beaucoup d'emplois indirects. Donc c'est à la fois des emplois dans les entreprises, mais aussi pour tout en fait l'écosystème qui est autour et qui travaille étroitement avec les health tech. D'accord. C'est un sujet qui revient, assez régulièrement sur mon podcast depuis quelques mois. C'est justement cette question du recrutement. Donc là, comme tu viens de le Mhm. dire, toutes les entreprises, elles veulent recruter. Je crois que tu disais à peu près, 85 87 je crois, quelque chose comme ça et C'est que l'année ça. dernière, c'était Mhm. presque 80 qui ont recruté. Est-ce que c'est des questions que vous avez posées de savoir si elles n'ont pas peur justement de pouvoir recruter? Parce qu'on entend parler qu'il y a une énorme tension sur le marché, notamment sur les profils ingénieurs, développeurs, sur les profils aussi, très compétents, peut-être les PhD et cetera. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà réussi à cerner et identifier? Alors c'est vrai qu'on s'intéresse à cette question parce que donc on a le Panorama qui est l'étude qui fait un point sur la filière dans son ensemble, mais on a aussi publié récemment, une enquête sur les rémunérations du secteur, qui fait un OK, vrai benchmark en fait sur toutes les fonctions, sur les tendances. Globalement, les entreprises, elles sont quand même assez positives par rapport à leur recrutement, par rapport à leurs besoins mais par contre, comme tu le dis, en effet, il y a un besoin de certaines compétences clés sur certaines fonctions. Il y a des fonctions qu'elles peuvent, trouver en France. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est intéressant d'avoir, quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà travaillé pour des entreprises, à l'international et qui a cette vision d'accès au marché, en fait. Parce que plus elles se rapprochent du marché, plus elles ont besoin, en fait, de se de compétences pointues. professionnaliser, voilà, de grandir en compétences, d'attirer les meilleurs talents aussi. Donc sur ces questions-là, en effet, d'attirer en fait les meilleurs talents de l'étranger, il y a toujours ces questions qui se posent où, en effet, parfois il faut aussi être suffisamment compétitif en termes de salaire, en termes d'avantages. Donc ces questions-là, en effet, les entreprises se les posent depuis quelques années, mais elles se les posent aussi encore beaucoup. Après, on a vu qu'il y avait également des besoins assez forts pour certaines sociétés euh, en production. Je OK. pense notamment en bioproduction. On voit qu'il y a pas mal de sociétés qui sont positionnées sur ce genre de thérapie génique, cellulaire, etc. et qui justement recherchent des profils assez spécifiques pour leurs activités. Et puis après, c'est vrai qu'on a quand même un marché de l'emploi qui est assez, dans ce secteur, qui est assez dynamique. On a une commission ressources humaines chez France Biotech. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt. En tout cas, il y a un dynamisme qui est reflété par ses membres lorsqu'ils nous en parlent, par les cabinets de recrutement. Donc on voit que voilà, il y a des besoins forts. Après aussi, il y a des besoins d'attirer les bonnes personnes Ouais. pour pouvoir se projeter et continuer à se développer. Mm. Tu viens de parler de la bioproduction et je crois que c'était un axe de développement du CSIS et j'ai cru voir justement là, en préparant cet épisode que vous parliez rapidement du CSIS. Mhm. Quel est l'impact du CSIS et des mesures qui ont été prises justement dans l'évolution du secteur aujourd'hui?
Je pense que le CSIS est un très bon en tout cas les mesures qui ont été proposées sont un très bon signal en fait pour la filière. On voit qu'il y a eu, déjà des choses qui ont été initiées avec des appels d'offres, de la part de BPIFrance sur la partie bioproduction. On voit qu'il y a des engagements financiers qui sont forts de la part de l'État, vraiment pour soutenir la filière. Pareil pour la santé numérique, pour les maladies infectieuses émergentes. Et puis cette tendance de soutien, on la voyait déjà il y a quelques années. On voyait qu'il y a vraiment l'État, enfin BPIFrance joue un rôle qui est vraiment majeur pour les entreprises, pour l'amorçage, mais aussi un peu tout au long de leur développement. On a vraiment la chance d'avoir ça en France. Donc ça, c'est vraiment un atout très intéressant. Et puis ce qui est un peu nouveau dans le CSIS, alors je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler, donc, Si, si, n'hésite mais pas, t'inquiète pas. mais ce qui est il y a vraiment une volonté, en fait, d'essayer de faire en sorte parce que c'est bien de financer les innovations au début, mais ce qui est intéressant et là où il y a des besoins, c'est d'arriver à des financements pour, financer cette fameuse vallée de la mort, OK. à laquelle les entreprises font face lorsqu'elles sont en phase clinique. Donc on voit qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes pour essayer de pallier à ça. Je pense notamment à l'initiative, Tibi, qui est cité dans le CSIS. Et puis en parallèle de ça, l'idée aussi qui est assez intéressante, c'est essayer d'intégrer en fait beaucoup plus en amont le payeur, l'évaluateur et le réglementaire pour que les entreprises en fait puissent se projeter et puissent avoir une stratégie de développement qui soit cohérente. Et ça permet aussi de dérisquer d'une certaine manière l'innovation parce qu'on sait qu'on est quand même sur des niveaux d'attrition qui sont assez importants. Et l'idée de pouvoir en fait faire un peu comme la FDA le fait, alors il faudrait le faire un peu à la française avec ses particularités, mais de pouvoir en fait anticiper les besoins des payeurs et de comprendre en fait ce qui ferait en sorte qu'une innovation serait remboursée ou pas. Alors il y a un chemin qui est tracé, qui existe, mais l'idée en fait ce serait de pouvoir intégrer le payeur beaucoup plus tôt en fait dans le développement pour permettre aux sociétés voilà, de faire exactement ce qui est nécessaire et de ne pas Ouais. devoir recommencer des phases cliniques ou dans le cadre de la medtech, tout ce qui est toutes les évaluations médico-économiques, enfin, essayer voilà, d'anticiper ça et ça permettrait aussi de rassurer les investisseurs, les industriels et de dérisquer un peu le processus d'innovation.